Chers amis, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour une revue de presse tout à fait exceptionnelle pour cette fin d'année 2013 et surtout pour vous souhaiter une merveilleuse année 2014. Avec les nouvelles qu'on va vous donner, vous aurez une idée de ce qui nous attend. Et donc pour cette revue de presse, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est l'auteur du livre Enquête sur la loi du 3 janvier, Pierre-Yves Rougeron, donc qui sera là avec nous pour commenter la revue de presse qui est assez corsée. Alors, mon cher Pierre-Yves, quelles sont les nouvelles parce que vous êtes bien informé, quelles sont les nouvelles qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'Élysée? À l'Élysée, on essaye de garder François Hollande au frais. On essaye avant tout qu'il ne sorte pas trop, vu que les Français pourraient ne pas supporter sa présence dans les rues. Les cérémonies du 11 novembre perturbées en France. Le cortège du président François Hollande a été copieusement hué sur les Champs-Élysées. Un mouvement de protestation où se mêlaient des militants d'extrême droite, des sympathisants du Printemps pour tous en pointe contre le mariage homosexuel ou encore des personnes portant un bonnet rouge à l'image des opposants bretons à l'écotaxe. On a vraiment assez d'un gouvernement qui ne les écoute pas, d'un gouvernement qui augmente tous les jours les impôts, qui limite de plus en plus les libertés et qui, voilà, c'est pas très compliqué, la France est en très mauvais état. Donc il a interdiction de sortir. Disons qu'on préfère ne pas trop le voir, vu que, mis à part quelques apartés comiques où il se demande où est l'avion, il commence sérieusement à énerver une partie de la population. Voilà, donc Nicolas Sarkozy, voilà, au revoir, à bientôt. Et est-ce qu'il énerve les gens, les policiers de la protection des hautes personnalités? Ça, c'est très difficile à savoir, mais aujourd'hui, dans l'entièreté des forces de défense, disons que sa cote n'est pas au plus haut. D'accord. Ceci explique pourquoi en fait ils ont barré la route l'Élysée aux passants. Hein, les Parisiens ne peuvent même plus passer devant l'Élysée. Ça va ensemble en fait. Hein. Ils ont peur de quoi? Des veilleurs, de ceux qui s'installent là Hollande ne veut pas voir de signe extérieur de contestation. Parce que bon, il fait certaines fixettes. N'oubliez pas que quand il a vu la manif pour tous, il a pensé à son père qui était dans l'OAS. De nouvelles violences après la manifestation contre le mariage pour tous en France. Des centaines de fauteurs de troubles ont défié les forces de l'ordre sur l'esplanade des Invalides à Paris hier. Une bataille rangée qui s'est soldée par des centaines d'interpellations et de gardes à vue. Ces tensions ont de nouveau assombri la forte mobilisation des opposants à la loi Taubira. Donc pour lui, c'est des petits épisodes de gens qu'il accuse d'être d'extrême droite tous, donc il ne veut pas les voir. Donc aujourd'hui, toute la France est d'extrême droite. Voilà, si je le résume. Voilà. Sauf le contingent des 10%, on ne pourra pas aller au-dessous, qui ont voté pour lui et qui en sont fiers, même si dans la rue, ils sont très difficiles à trouver. D'accord. Alors justement, on va donner une information donc à nos spectateurs. Pourquoi les banquiers tiennent Hollande? Alors écoutez bien, c'est important. Imaginez que les PDG des banques LCL, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel, etc. disent tous ensemble en chœur, à Hollande: si vous ne faites pas ce que nous voulons, nous interdisons tout découvert sur l'ensemble de nos comptes. Ce qui représente, vous pensez bien, donc des dizaines de millions de Français, sans même parler des entreprises. Donc tous ces gens seraient mis en interdit de chéquier. Vous voyez qu'à elles seules, les banques peuvent maintenant créer un chaos social suffisant pour amener Hollande et son gouvernement à la démission quasi immédiate. Car jamais les Français n'ont eu autant besoin d'un découvert en fin de mois. Donc ça, c'est très important, vous comprenez ça. Et pour vous donner une idée de ce qui se passe en Grèce, parce que ne l'oubliez pas, je pense que vous serez d'accord avec moi, les Grecs, c'est le laboratoire d'essai avec Chypre, vous le savez bien. C'est la plus grosse manifestation depuis le début de la crise de la dette en Grèce et elle a dégénéré entre les groupes de jeunes et la police. La place Syntagma devant le Parlement, c'est un champ de bataille. Quelques 200 jeunes bombardent à coups de cocktails Molotov et de pierres la barrière interdisant l'accès au Parlement. Un peu plus loin, 300 chauffeurs de taxi s'attaqueront à un cordon policier avec des pierres et des poubelles. L'objectif du gouvernement, c'est de répondre aux exigences des créanciers pour recevoir une nouvelle tranche d'aide et éviter la faillite de la Grèce. Donc ils sont en avance sur nous, ils ont quelques années de... voilà. Alors les Grecs mettent des petites annonces, écoutez bien, pour être accueillis chez des gens qui ont du chauffage, ou alors qu'on leur donne un radiateur. C'est intéressant. Leur facture EDF, ne l'oubliez pas, a été liée
à leur paiement des impôts. Vous payez pas vos impôts, on vous coupe l'électricité. Paf. Vous ne payez pas vos taxes, on vous coupe l'électricité. C'est aussi simple que ça. Alors, le site Keep Talking Greece écrit donc des Grecs désespérés qui recherchent, enfin c'est pas drôle, mais c'est drôle quand même parce que c'est totalement surréaliste, qui recherchent des radiateurs pour se chauffer, hein, pas des trucs de voiture, donc un confort, un peu de confort, un peu de chaleur, mettent des petites annonces dans les journaux, comme par exemple Monsieur Georgios Poulakis, 42 ans, qui est au chômage depuis à peu près 1 an et demi, et sa femme réussit à avoir quelques boulots occasionnels. Il y a 10 jours, il a mis une petite annonce demandant une donation, hein, un chauffage, un radiateur pour ses 2 enfants. Voilà. Je n'invente rien, vous avez le lien sur le blog, hein, vous allez sur quotidien.com. L'intitulé de l'annonce, s'il vous plaît, donnez-moi un radiateur. Hein, voilà. Mais attends, je ne sais pas si vous réalisez où on en est. Et je pense qu'en France, on va y arriver. Hein, avec tout ce qu'ils préparent là au niveau des impôts, il y a quelque chose d'absolument étonnant. En sachant également que 56% des Français prélèvent déjà pour survivre chaque mois dans leur épargne. C'est-à-dire que les Français, qui étaient le peuple écureuil d'Europe occidentale, voire de l'Occident, vu qu'il y a à peu près 1800 milliards d'épargne en France, les Français sont en train de manger les bas de laine, et on est déjà plus d'un Français sur 2 qui prend dans sa propre caisse pour pouvoir payer ses dépenses quotidiennes. Comme les Américains, hein, qui ont tapé dans leur fonds retraite. Ah oui, mais eux des caisses, ils en ont plus. Vu le taux d'endettement des ménages, eux, ils en ont plus. Nous, on en avait encore, parce que c'est un peuple, voilà, nous sommes un peuple paysan et économe. C'est l'histoire monétaire de la France. Et aujourd'hui, on voudrait bien nous faire les poches, ce qui est normal. On vise les peuples économes, ça ne sert plus à rien de pomper les peuples fauchés. Bon. Eh bien voilà, vous parliez des Français qui sont des écureuils. Eh ben, donc nous sommes en compagnie des Français, symbolisés non pas par la République ou par Marianne, mais par ces sympathiques écureuil qui est obligé de taper là dans son épargne pour survivre. Donc il va nous écouter. Alors juste une chose, je finis sur la Grèce là-dessus. Alors selon le même journal Keep Talking Greece, écoutez bien, les Grecs, donc ça c'est un calcul du ministère des Finances grec, hein, les Grecs doivent 62 milliards d'euros à l'État, mais celui-ci ne récupérera que 18, et cela en saisissant le compte bancaire des gens. Attendez-vous à encore plus de misère. Alors, parce que c'est la dernière trouvaille de l'Union européenne, de la Troïka. La Troïka a demandé à ce que les Grecs, à ce que le gouvernement grec saisisse les appartements, les maisons de leurs citoyens, ce qui est quand même assez délirant. Et d'ailleurs, ça rejoint quelque chose que nous disait Laurent Louis, le député belge, là, qui était à la radio avec moi il y a à peu près 15 jours. Il disait que le gouvernement belge s'apprêtait effectivement pour eux, ils n'ont pas fait la différence sur le bien personnel des Belges, c'est-à-dire leur maison, ils sont prêts à le saisir, puisque tout ça, en fait, représente la garantie pour rembourser les dettes de la Belgique. Totalement surréaliste. Voilà, donc l'écureuil, là, il va falloir qu'il blinde sa maison, là, hein, parce que, attention, on est. Certaines voix proches du gouvernement avaient calculé qu'en taxant l'épargne financière supérieure à 100 000 euros de 17%, on rembourserait en quasi-totalité la dette française. Alors le FMI propose 10%, mais on sent bien quand même que cette idée est dans l'air. Même si elle semble totalement farfelue, cette idée, est-ce que c'est possible, Marc Fiorentino? Alors non seulement c'est possible, Stéphane, mais ça va arriver, et je vais vous dire même, ça commence déjà à arriver chez nous. Difficile, bien sûr, pour le gouvernement aujourd'hui de taxer plus les revenus et les sociétés sans plomber définitivement l'économie. Il ne reste donc que ce magot colossal, ces 12 000 milliards d'euros d'épargne des ménages. Chaque année, les épargnants vont être ponctionnés. 1% par-ci, 2% par là. Voilà, donc je reviens, pourquoi les banquiers tiennent Hollande? Les Français auront beaucoup de mal à terminer ou à commencer l'année. Alors justement, là, vous avez une autre information, Pierre-Yves, là-dessus, qui s'enchaîne en fait naturellement. Comme à chaque période de Noël, les Français vont tirer sur leur carte bleue. Les dépenses tomberont fin janvier, bonne année, sachant que le mois de janvier s'annonce déjà très dur, sachant que la TVA va faire un bond et que les prix vont donc faire des sauts. Particuliers entreprises devront encaisser une moyenne de moins 10% de pouvoir d'achat, ce qui permet de pronostiquer un mois de février 2014 encore plus dramatique. Donc les entreprises, les particuliers qui sont déjà sur la corde raide en ce moment, passeront difficilement janvier et février, hein, à moins de manger des pâtes chaque jour. Hein, voilà.
Alors, on a un témoignage, hein, on a un lecteur, Étienne. Alors, je vous lis, hein, parce que c'est très intéressant ce qu'il nous dit. Il dit, par plusieurs amis travaillant dans le bâtiment, vendeurs de revêtements de sol, poseurs de carrelage, menuisiers, etc., je suppose que cela doit être comme cela ailleurs. L'augmentation de la TVA a fait exploser leur carnet de commandes depuis environ 2 mois. Les gens des organismes ne récupérant pas la TVA, HLM, bailleurs sociaux, etc., s'empressent de réaliser les travaux ou achats avant la fin de l'année. En tout cas, avant fin mars, selon le taux majoré qui sera applicable suivant l'arrêté. Alors, Étienne nous dit, cela aura 2 conséquences, écoutez bien, tout à fait mécaniques. 1, augmentation immédiate de la charge de travail, avec un effet sur l'emploi, et le taux de chômage, bien sûr, inversion de la courbe, point d'interrogation. Et 2, assèchement du carnet de commandes dès janvier. Ce qui est fait n'est plus à faire, et manque de travail en mars-avril. Ce qui rejoint les analyses sur votre période février-avril. Donc là, Étienne fait référence à un article qui est sur le blog qui date d'il y a 15 jours, que j'ai eu l'occasion d'aborder à la radio. Alors, votre pronostic là-dessus, Pierre-Yves, sur janvier-février? Janvier-février, comment s'est passée l'année 2013? Les entreprises, pour survivre, ont coupé toutes les dépenses d'investissement. C'est pour ça qu'elles ont encore des bilans relativement équilibrés, mais elles n'investissent plus. Donc ça annonce une année 2014 qui, au niveau des investissements d'entreprise et donc de l'emploi et de la recherche et développement, risque d'être une année noire pour l'investissement, une année noire pour l'emploi. Je rebondis sur le fait qu'il va y avoir quelques emplois dans le bâtiment. C'est possible, toutefois, il faut bien se rendre compte que dans le bâtiment, ça fait partie des secteurs où les emplois ne sont pas pourvus. C'est-à-dire qu'il y a des annonces toutes les semaines à Pôle emploi, mais ce sont des métiers extrêmement pénibles dont les salaires n'ont toujours pas été révisés à la hausse, et donc qui n'attirent pas les gens. Mais moi, j'ai eu un lecteur justement qui travaille dans le bâtiment qui m'a envoyé un PDF très intéressant, un fax que son entreprise a reçu, une société installée en Roumanie, et donc qui propose donc la location de travailleurs roumains à raison de 14 € de l'heure. Les fameux travailleurs détachés. C'est les fameux travailleurs détachés. En France, 80% des travailleurs détachés sont des ouvriers. Ils travaillent surtout sur des chantiers. Ils viennent essentiellement de la Pologne, du Portugal et de la Roumanie. En Europe, il y aurait 1,5 million de travailleurs détachés, 350 000 en France. Mais selon Bercy, il serait environ 200 000 non déclarés. Les abus seraient donc très nombreux, comme l'absence de déclaration du détachement ou le non-paiement de la totalité du salaire. Souvent, plusieurs entreprises sont impliquées dans la fraude, ce qui rend les contrôles encore plus difficiles. Donc, vous voyez que c'est intéressant. Et j'avais donné une autre information, je ne sais pas si c'est dans la revue de presse de cette semaine ou pas, peu importe. D'après quelques calculs, je ne sais plus qui l'a fait, mais grosso modo, on estime entre 150 000 et 250 000 plombiers polonais installés en France. Travailleurs détachés. Travailleurs détachés. Donc vous voyez bien que le chômage français ne peut pas se résorber. Au contraire, il ne va que s'aggraver. La crise et forçant les Français à aller chercher toujours les prix le plus bas. Et donc, vous vous mettez à la place d'un patron d'entreprise, de bâtiment par exemple, qui est à 2 € près, pour qu'il ne dépose pas le bilan. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller louer ses travailleurs détachés en Ukraine, ou Dieu seul sait où. En sachant un dernier point, et là, il y a une tartufferie qui est arrivée là, tout à fait récemment. Le gouvernement Ayrault a légiféré, comme s'il pouvait encore légiférer sur quoi que ce soit. Là, on est dans une directive communautaire pure. Ils sont en dehors de leur sphère de compétences. Or, pour essayer d'amadouer les Français en disant les travailleurs détachés, c'est pas aussi grave que ça. Oui, bien sûr. Or, c'est pas aussi grave que ça. De toute façon, et puis de toute manière, vous êtes pauvre et bientôt vous serez au chômage, donc il y a bien d'autres choses qui vont vous pourrir la vie. Ne vous inquiétez pas pour ça. Or, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les travailleurs détachés, en théorie, il y a tout un système légal qui les supporte de déclarations préfectorales et autres, qui, d'après un rapport du Sénat français, ce qu'on sait depuis 2002 déjà. Oui, Bockelstein et compagnie, là. Ces déclarations n'ont pas lieu dans 70% des cas et tout le monde ferme les yeux. 90% des cas, vous plaisantez. C'est des 70 en 2002 dans le rapport du Sénat. Aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus élevé. Mais pas 100%. Mais la fraude aux travailleurs détachés est institutionnalisée et les autorités sont couvertes parce que, encore une fois, c'est l'Union européenne et l'Union européenne est intouchable. Point. Ensuite, on apporte des mouchoirs aux Français. Bah, mon petit, tu seras au chômage. Pour aller dans votre sens, vous savez que des administrations aujourd'hui utilisent des travailleurs détachés, bien sûr, notamment de Roumanie, bien sûr, parce que les Roumains sont francophones. Je le précise parce que je l'ai vu à l'œuvre. C'est intéressant. Et le roumain est une langue latine. Alors, justement, donc dans la série des bonnes nouvelles pour 2014, abordons les impôts. Alors, justement, vous savez que François Hollande a un problème avec l'eau.
Hein, chaque fois qu'il sort, il pleut, il y a des trombes. Hein, il a été, comme dit, il y a l'humoriste Gaspard Proust, il a dit, Hollande a été invité à l'enterrement de Mandela, il n'a plus des cordes. Le pauvre vieux, il n'a pas eu de bol. Donc, Hollande veut se venger sur les Français et il va utiliser l'eau. Hein, voilà. Donc, après l'impôt sur les eaux de pluie, hein, j'ai eu l'occasion d'aborder ça dans la revue de presse de la radio il y a 15 jours, 3 semaines. Après l'impôt sur les rivières qui passent dans un champ ou un terrain, vous avez ça chez vous? Heureusement non, mais, non, mais beaucoup de paysans autour. Non, mais c'est du délire. Et, voici un troisième impôt. Alors là, on est dans le surréalisme belge total. C'est clair. Belge. Ah ouais. Sur les zones inondables. Sur les zones inondables. Non, mais attends. C'est-à-dire, non seulement les gens, ils ont pas de bol, ils vivent dans une zone inondable, mais en plus, ils vont être taxés avant même que ça se passe. Ils sont la seule chose essorée dans leur coin. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est pas un impôt qui a été signé par Madame Duflot. Bref, ils se creusent les méninges, les énarques de Bercy, il faut pas croire, hein, pour sauver les banques pourries. Ce troisième impôt sur l'eau, ennemi de Monsieur Hollande, donc notre lecteur Monsieur Lacoste, figurez-vous, l'a vu dans les Échos, mais il y a d'autres articles. Alors je vous cite les Échos, c'est très intéressant, écoutez bien. Le projet de loi sur la modernisation de l'action publique territoriale. Alors déjà, action publique territoriale, no comprendo, mais bon. Examiné en deuxième lecture à l'Assemblée, prévoit ainsi la création, par le biais d'un amendement, bon, je vous épargne tout ça, d'une nouvelle taxe locale baptisée taxe inondation. 17 millions de Français sont concernés par le risque d'inondation, indique un conseiller gouvernemental. Il faut bien trouver les négos, hein, il faut bien raser les moutons. Donc voilà, tous les Français, les 17 millions de Français, comptez-vous parmi les négos choisis par le gouvernement. Coût pour les pauvres déjà malheureux de vivre dans une zone à risque, écoutez bien, 40 € par habitant. Donc, marier 2 enfants, cela fera 160 € de plus, 6 par an. Non mais attends, je n'ai pas inventé. Je ne suis pas dans un rêve, dans un truc onirique, dans un espèce de délire. Ça tirait sur le cauchemar. Là parce que franchement, après les impôts sur le sel et les fenêtres, en Angleterre, ils avaient trouvé les impôts sur la laisse du chien, la longueur de la pelouse. Il y avait encore l'impôt sur la belle vue aussi. L'impôt sur la belle vue. Voilà, c'est-à-dire si vous ouvrez vos fenêtres, vous avez une jolie vue, vous avez une taxe. C'est les Anglais qui ont trouvé ça en 2009. Voilà. Donc, alors, nous avons un scoop. Écoutez bien, vous avez tout. Voici le 4e impôt en gestation au ministère des Finances. Une taxe sur les femmes fontaines. D'ailleurs, le formulaire CERFA, vous savez, ces formulaires là très compliqués qui sont faits par des schizophrènes directement sortis de Sainte-Anne, est déjà prêt. Et Bercy va modifier votre feuille de déclaration de 2014 qui porte sur 2013. Les Françaises devront juste cocher une case supplémentaire. Êtes-vous une femme fontaine? Oui ou non? Afin de remplir les caisses de Bercy. À combien se montera l'impôt sur les femmes fontaines? Alors, on n'a pas encore d'infos là-dessus. Mais alors, donc, je propose qu'on commence par 7 €. Ça vous va? Oui, mais qu'on augmente de 7 en 7 selon l'intensité et la durée. Voilà, donc en hommage au 7e ciel. Voilà. Et donc pour nos spectateurs qui veulent en savoir plus, il y a un très très bon film de l'eau tiède, un japonais, il y a que les japonais pour traiter ce genre de sujet, de l'eau tiède sous un pont rouge. Ah, mais c'est très intéressant symboliquement parlant. Hein, voilà. Non, mais c'est toujours une question d'eau. Hein. Voilà, vous voyez, de l'eau tiède sous un pont rouge. Donc vous voyez qu'il y a une notion de... là, ils peuvent tout imposer, c'est-à-dire le pont, le fleuve qui passe en dessous, les eaux usées, la totale. Non mais ils sont fous à Bercy, ils sont complètement fous. Ils sont créatifs. Le ministère des Finances, les mecs, vous êtes complètement cinglés. Hein. Bientôt... je veux dire, non mais j'exagère, mais il faudrait décliner également d'autres taxes sur les soutiens-gorge, les slips. Je veux dire, il faut aller encore plus loin. Leur donnez pas trop d'idées, on finira bien par les voir. Votre commentaire là-dessus, sur ces impôts, sur l'eau, tout ça, les différentes... Les nuages? Il manque les nuages. Non mais l'idéal serait de consister à imposer une commune en fonction du nombre de nuages qu'il y a, parce que les nuages vont donner la pluie, etc. Donc, vous voyez, oui, non, mais déjà, on avait fait la taxe carbone sur la respirée, donc c'était... Oui, c'était Blight Masters d'ailleurs qui était en charge de ça. C'était déjà pas mal. Oui, tiens, elle revient toujours sur le tapis, c'est extraordinaire. Elle était en charge, elle avait fait une grande conférence à Davos,
si mes souvenirs sont bons, en sur 2007, sur la taxe carbone. sur la nécessité d'imposer la taxe Qui avait carbone. fait la plus grande fraude de l'histoire en France. 4 milliards de perdus. Exactement. Voilà. D'ailleurs, il y a certains sont recherchés par Interpol. Là, j'ai vu ça il y a 2-3 jours. Hein, voilà. Et Blight, qui n'en perdait pas une, proposait même des crédits défaut swap sur la taxe carbone. Ouf. Heureusement, on a échappé. Hein. Oh, patience. Patience. Sincèrement, donc on attend vos suggestions hein, pour les taxes, le montant des taxes sur les fins de fontaine. Voilà, donc vous avez le mail en dessous, au-dessus du site. Voilà, Pierre-Yves, donc une autre, vous vouliez commenter justement la vidéo de Godfrey Bloom. La vidéo de Godfrey Bloom. Tax is just about a system where politicians and bureaucrats steal money from their citizens to squander in the most disgraceful manner. This place is no exception. Fascinatingly, and I really don't know how you manage to keep a straight face when you're talking about tax evasion, the whole Commission and the Commission bureaucracy avoid their taxes. You don't pay taxes like citizens pay taxes. You have all sorts of special deals, composite tax rates, high tax thresholds, non-contributory pension schemes. You are the biggest tax avoiders in Europe, and here you sit pontificating. Well, the message is getting home to the people of the European Union. You're going to find that Eurosceptics are coming back in June in ever greater numbers. And I can tell you worse, as the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you, and they'll be right. Godfrey Bloom est un souverainiste britannique. Oui. Et il était avec Nigel Farage. Il était avec Nigel Farage. Et puis il y a eu une division, je ne sais plus quoi, enfin bon, une cassure. Mais je crois qu'il avait tapé sur la tête d'un journaliste. Il avait tapé sur la tête d'un journaliste qu'il avait accusé, que Bloom avait accusé d'être raciste par une question extrêmement détournée et vraiment vicieuse. Well, what's appalling about making that point? You, sir, are a racist. Why am I a racist for saying there aren't any black people? And you've checked out the colour of people's faces. Disgraceful. You're disgraceful. Well, what's... C'est pas bien méchant. Oui. Non, c'était pas le... Oh, ça aurait été même Ah non, mais ça a fait un scandale. Ah oui. Ah, mais ça a fait un scandale. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il a été éjecté de l'UKIP, si mes souvenirs sont bons. On vérifiera. Ouais. Alors, justement, là, on aborde quelque chose parce que la dernière fois que nous avons fait une vidéo ensemble pour votre livre, vous avez annoncé quelque chose sur lequel j'ai eu beaucoup de retours. Vous aviez dit que nous allons voir, d'ici la fin de l'année, une suppression progressive des libertés en Europe et l'interdiction de critiquer l'Europe. Et alors justement, j'espérais avoir tort. Alors, justement, si vous voulez bien lire la petite l'info juste en dessous, parce que ça va exactement dans ce que vous nous avez dit. À Madrid, la manifestation contre la loi muselière tourne à l'affrontement. Le texte contesté a été adopté le 29 novembre par le gouvernement de droite. Il est dénoncé par l'opposition de gauche comme un projet de répression citoyenne et une atteinte à la liberté de manifester. C'est pour empêcher les gens de manifester, ça, c'est génial. Cette loi prévoit notamment des amendes jusqu'à 30 000 € en cas de participation à manifestation non autorisée aux abords du Congrès, du Sénat ou des assemblées régionales. Celle de samedi en faisait partie, la mairie de droite de Madrid affirmant ne pas avoir été informée dans les temps par voie légale. Alors, vos commentaires là-dessus, parce que là, c'est très intéressant, vous nous l'aviez annoncé, ils l'ont fait. Les Espagnols l'ont fait. Et je pense que ça nous prend en nez. J'aurais préféré avoir tort. Oui. Là, c'est très clairement, ça nous pend au nez. Et il faut voir une chose. L'Union européenne teste généralement à l'Est ce qu'elle va faire à l'Ouest. Or, aujourd'hui, nous sommes dans des situations, je vous rappelle que je crois que c'est en Slovaquie, Slovaquie ou Slovénie, l'un des deux. Un des États vit depuis près de 4 mois sans liberté fondamentale, vu que les droits fondamentaux ont été suspendus. Dans les pays de l'Est, et aujourd'hui l'Union européenne pense faire sa maline en Ukraine en envoyant des groupes d'extrême droite pour déstabiliser le gouvernement, l'Union européenne teste la brutalité à l'Est. Elle l'a déjà un petit peu fait à Athènes. Quand vous parlez de brutalité, ça veut dire quoi pour vous? C'est quoi la définition? Alors, d'abord, encadrement légal, d'abord, c'est-à-dire on interdit la manifestation
on fait des... Parce que là, c'est très précis, hein, c'est Oui. interdiction de manifester. Attends, j'ai perdu ma. Interdiction de manifester. Interdiction de manifester aux abords de l'Assemblée nationale, c'est bien ça? Tout à fait. Assemblée nationale, Sénat et Assemblée régionale. Voilà, Congrès, Sénat et Assemblée régionale. Voilà, bah, c'est énorme quand même. Oui. C'est énorme. Là, Ils vont manifester où? Au marché aux puces C'était voilà, c'est dans une décharge urbaine. C'était Coluche qui disait ils vont quand même pas aller manifester à Montreuil, c'est là où ils habitent. Mais c'est très bon ça, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Oui, mais c'est malheureusement l'Union européenne doit rester formellement par rapport à ces textes cette fiction juridique qu'on appelle état de droit, c'est-à-dire si on aime vous avez des droits, vous avez d'abord le droit de la fermer, déjà d'une, oui. et c'est déjà un droit qu'on vous reconnaît, et si vous l'ouvrez, de ne pas l'ouvrir fort. C'est déjà deux droits, c'est d'ailleurs presque l'entièreté du droit des Européens. Or, aujourd'hui, ça va passer d'abord par un encadrement légal, c'est-à-dire qu'on va garder des manifestations démocratiques comme les pétitions, les manifestations, mais on va les vider de leur sens. Allez manifester à Montreuil, c'est là où vous habitez. Ce qui va ne gêner personne, ça va être une chose. Ensuite, on va, soit par voie légale ou paralégale, faire pression sur des gens sur leur liberté d'expression. C'est-à-dire, attendez-vous à ce que certaines professions qui ont déjà une expression encadrée n'aient plus du tout le droit de s'exprimer. Ça, c'est possible aussi. Et ensuite, on passera par la brutalité physique. Voilà. C'est-à-dire répression. Répression. Et attaque financière, en fait. Donc, vous manifestez, il y a une manifestation spontanée. Vous avez 1000 mecs à 30 000 euros. C'est voilà. C'est un bon plan. En fait, c'est pour enfler les banques. Bah oui. Et pour sauver l'euro. Et pour sauver l'euro. Qui devait nous sauver à la base, si mes souvenirs sont bons. Absolument, l'euro devait nous sauver. C'était l'âge d'or. On n'a jamais su de quoi. L'ouverture d'un âge d'or, je m'en souviens. Et en fait, c'est que du chômage. C'est un flot, un océan, un tsunami de chômeurs. C'était aller loin, Pierre. Rappelez-vous le slogan de campagne de Bernard Kouchner pour Maastricht. Avec l'euro, on rira beaucoup plus. Ah, il a osé faire ça ? Oui. Après Maastricht, on rira beaucoup plus. Enfin, lui, il a été ministre après, donc il s'est marré. Hein. D'accord, effectivement. Riez bien, c'est vous qui payez. Non, franchement, on se marre bien, il n'y a pas de problème. Moi, de toute ma carrière de journaliste, j'ai jamais vu autant d'informations délirantes qu'au cours de ces 6 dernières années, depuis qu'on est rentré dans la crise et avec la folie de l'Union européenne. Non, mais c'est tout à fait extraordinaire. Non, enfin, déjà, taxer les nuages, la pluie, etc., déjà, faut quand même oser. Hein. Attendez, rappelez-vous, Pierre, vous l'aviez écrit dans Black Master, je crois. Quand vous êtes face à une crise systémique et que vous devez aller piquer l'argent des gens, sur quoi vous allez vous concentrer? Vous allez vous concentrer sur ce dont les gens ont besoin et qui échappe à leur volonté. Donc vous allez prendre la bouffe, c'est clair. Vous allez prendre les paysages, vous allez prendre tous ceux, les bras gens, ils y peuvent rien, et donc vous allez les taxer pour ça. C'est même pas de la créativité. Fondamentalement, il n'y a de richesse réelle que dans les hommes et dans la terre. Bon, eh bien quand on a fait mumuse avec de la richesse qui n'en est pas et qu'on a fait faire de l'argent des petits à de l'argent qui ne devait pas en faire, on se venge sur la terre, on se venge sur les hommes. Point. C'est le plan de renflouement, je crois que c'était, vous l'aviez dit, je crois, dans Black Master, c'est pour ça qu'ils se sont refaits sur les marchés alimentaires. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que maintenant, ils vont s'attaquer à l'épargne, et à l'épargne sous toutes ses formes. Black Master l'avait déclaré quand elle a été nommée à la tête des matières premières en 2007 à Reuters. Elle avait déclaré, de toute façon, je vais là où j'achète ce dont on aura toujours besoin. Hein, voilà, donc, bien sûr. On a vu la montée des prix, moi je l'ai vu à Quimper, j'en ai l'occasion d'en parler. Les agriculteurs à Quimper se plaignaient de l'augmentation de 75%, entre 70 et 80% de ce qu'ils donnaient à leurs animaux. Et en fait, ça a tellement augmenté qu'une fois qu'ils ont acheté la nourriture pour leurs animaux, leurs bêtes, eux n'avaient plus rien à manger. La manifestation vient à peine de commencer. Protégeant la préfecture, les CRS reçoivent une pluie de projectiles. Essentiellement des pots de chrysanthème apportés par les manifestants. Puis ils s'attaquent aux palissades métalliques dressées devant eux. Les forces de l'ordre décident de réagir. Elles dégoupillent des grenades lacrymogènes. Mais le nuage irritant ne suffit pas, alors c'est à coups de canon à eau que les CRS essayent de disperser la foule, sous le regard de manifestants qui, pour certains, justifient ces violences. Et plus que temps que ça bouge. On en a marre. Je suis artisan, c'est pareil. Tout le monde en a marre. Mais il faut casser, il faut faire quoi? Non, pas casser, mais
De toute façon, on est obligé de faire un peu de bruit parce que sinon on ne nous écoute pas. Moi, j'avais beaucoup de clients qui étaient dans la campagne, beaucoup de paysans, de parapêcheurs. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, leur pouvoir d'achat baisse, donc le mien aussi. Et que la fréquentation, malheureusement, elle est vraiment influencée par tout ce qui se passe en ce moment. La conversation des clients, c'est ça, c'est le travail, les taxes, on n'en peut plus. Alors, revenons à des bonnes nouvelles. Revenons à des bonnes nouvelles, parce que là, c'est lourd, hein, quand même, hein, c'est lourd. Alors, donc, bonne nouvelle, écoutez bien, enfin, bonne nouvelle, par rapport à ce qu'on vient de faire. La Belgique vire les Français qui sont au chômage. Hein, vous l'avez vu, ça ? En France, on vous dit que vous devez accepter tous les immigrés sans discuter. En Belgique, ils virent les Français pour cause de crise. Marie-Christine nous dit « Le gouvernement renvoie ses ressortissants français qui n'ont plus assez de moyens de vivre dans le pays. J'en fais moi-même partie. Ceux qui émergent au chômage ou au CPAS, Centre public d'aide sociale, reçoivent l'ordre de quitter le territoire et sont renvoyés en France. Bonjour l'Europe et la libre circulation des personnes. » Alors Marie-Christine est une de nos lectrices, hein, précisons-le. Et comme elle dit, elle n'est pas la seule, hein, parce qu'elle est allée chercher sa carte de séjour il y a quelques semaines dans sa commune. Et elle dit « J'ai eu droit à un petit chapitre sur les immigrés qui venaient voler le pain de la bouche des Belges. » C'est intéressant, non ? Oui. Il y a un côté très années 35, là, 36, hein, ça commence à et heureusement, l'Europe, c'était la paix, et ça devait nous rapprocher. Hein, c'est curieux, c'est intéressant. Si ça continue comme ça va nous rapprocher. Non, parce que si les Belges commencent à virer les Français qui sont au chômage depuis au bout de 3 mois, c'est intéressant. Que va faire la France ? Parce que ça va faire tache d'huile. Parce que, je veux dire, 30 000 Français qui quittent la Belgique, 30 000 Français, parce qu'au Luxembourg, il y en a pas mal, hein, on va dire peut-être 5 000, si le Luxembourg fait ça, la Suisse en ce moment tire aussi à boulet rouge, hein, ça va faire exploser les chiffres du chômage, là. Hein. En sachant, parce que là si vous voulez, ça peut nous faire rire, mais c'est des sujets extraordinairement graves, parce que ça peut très mal se finir entre les populations. Non, mais attention, parce que là pour le PS, ce sujet n'existe pas. Ce sujet n'existe pas. Si on devait faire la liste uniquement des sujets qui existent... Ou le front de gauche. Entre les sujets qui n'existent pas pour Hollande et ceux qui n'existent pas sur Mélenchon, il y a matière. Hein. Non, mais c'est intéressant, parce que ça, c'est une nouveauté. Je veux dire, BFM, iTélé, ils auraient pu le traiter, ça, c'est quand même intéressant. Enfin, je sais pas, non. Non, en ce moment, d'ailleurs, vous avez vu, heureusement qu'ils ont eu Mandela, parce qu'on pendant une semaine, là, on a eu droit qu'à ça. C'était quand même génial. Il faudrait que vous fassiez le langage des signes pendant que je fais Voilà, vous faites le langage des signes, là, pour qu'on rigole un peu. Alors, tiens, justement, ça tombe très bien. Alors là, on a une nouvelle. Alors, écoutez bien, hein, les banquiers, votre conseiller clientèle est votre ami. C'est bien connu. Hein. Le conseiller détourne 10 000 €. La banque accuse la victime de naïveté. Un conseiller d'agence du CIC de Nevers a dépouillé l'un de ses clients, donc de 10 000 €, et ce dernier demande à ce que la banque le rembourse. Mais non, non, monsieur, vous devez remplir des formulaires. La direction refuse, arguant que le client de la banque était trop naïf. Non mais, c'est grand. Hein, je traduis en langage des signes. En langage des signes à la sud-africaine. Voilà. Je vous cite RTL, c'est drôle. L'établissement a confirmé les faits et a ouvert une enquête, mais n'a toujours pas remboursé son client. Ce dernier raconte avoir même été appelé à l'ordre pour avoir manqué de vigilance, avoir été trop confiant et négligent avec son conseiller. Les rôles sont inversés. C'est génial. Non, le rôle est inversé là. C'est grand. Et c'est pas le CIC qui fait cette pub là débile là. Hein, il faudrait mettre une pub du CIC qu'on rigole là. Aujourd'hui l'épargne c'est qui vivra. Mais bon, faut pas vendre la peau de. Mais après la pluie. La sortie. La sortie. Épargne évolutive. Au CIC, plus vous restez, plus le taux grimpe. CIC, parce que le monde bouge. Et c'est Daniel Richard donc qui le défend. Et il a de la chance, hein, le monsieur. Hein, voilà, donc c'est un lien sur RTL, vous l'avez allez le lire parce que c'est vraiment trop drôle. Jean-Jacques Avoine, c'est le nom de ce malheureux client, a effectivement tout de la victime idéale, escroqué depuis plusieurs années par son conseiller bancaire, un homme en qui il avait toute confiance dans cette agence du CIC d'Évreux et qui a détourné 10 000 € sur son compte. La banque a confirmé l'indélicatesse de son ex-employé, ouvert une enquête, mais toujours pas remboursé son client. Celui-ci, un comble, raconte avoir été même rappelé à l'ordre pour avoir manqué de vigilance, avoir été trop confiant et négligent avec son conseiller. On m'envoie
reçois un courrier dans lequel on me conseille plus de prudence et on me dit vous avez été quelqu'un de naïf. Les rôles sont inversés puisqu'on me dit que je n'ai subi que des désagréments alors que la banque, le CIC, lui, est victime. Et Anthony, donc, un autre lecteur qui nous a dit, qui m'a signalé ce papier, il nous dit les banques volent les clients, mais c'est parce qu'ils sont naïfs. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est très bon sens, ça. On est naïfs. Enfin, les Français ont été naïfs. On leur dit à la banque, c'est le truc, le machin. Et en fait, les gens ne pouvaient pas s'imaginer une seule seconde qu'ils allaient se faire braquer. Arrive votre banquier qui vous veut du bien. Mais voilà. Mais on est. Non, mais par contre, il faut beaucoup suivre, à mon avis, cette information-là, pour voir comment elle va aboutir devant les cours de justice. Car si à un moment. Oh, ils vont transiger avant. Oui, ils vont transiger avant. Mais imaginons qu'elle y aille, je serais vraiment intéressé de l'attendu du tribunal, là ça va passer en, à mon avis, tribunal de grande instance, mais je serais très, très, très surpris, car il se pourrait, vu la magistrature française qu'on a, que l'argumentaire de la banque soit en partie validé. Ouais, ce serait. Donc, voilà. Tous les spectateurs, lecteurs qui sont à la caisse d'épargne, petits écureuils, protégez vos noisettes vous-même. Protégez vos noisettes vous-même, parce que la banque. Parce qu'après, ils vous accuseront d'être naïf. Vous vous faites braquer votre compte par votre conseiller, mais vous êtes un naïf, pour pas dire autre chose. C'est grandiose. CIC, c'est formidable. Enfin, j'espère que je me trompe. Je crois que c'est bien CIC. On vérifiera, mais bon. Très, très intéressant. Voilà. Donc, et ça aussi, vous ne l'avez pas vu dans BFM. Vous n'avez pas eu il y a juste un petit écho comme ça sur RTL. Et encore, je pense que le client devait connaître le journaliste, parce que pour que ça remonte. Et puis de temps en temps, pour se relancer, ils doivent bien en balancer une aussi, parce que là, on va en parler un peu plus tard dans la revue de presse. On ne peut pas dire que l'état de la presse française les autorise. On y arrive justement, c'est votre papier là. Tiens. C'est en page 13. Page 13. C'est en page 13. Alors justement, on va vous donner. Vous avez sur le site un lien, c'est un PDF qui se trouve sur le site du ministère de la Culture, puisque Madame Filippetti a jugé bon d'être transparente sur les aides à la presse. Donc c'est un PDF extrêmement intéressant que j'ai téléchargé. Alors je ne l'ai pas imprimé, mais on reviendra dessus tout à l'heure. C'est extrêmement intéressant. Alors tiens, lisez-le, parce que c'est... Alors, l'État a donné 5 milliards d'euros aux journaux. 5 milliards. C'est pas mal. 5 milliards, je rappelle que c'est quand même... C'est exactement ce qu'a perdu Kerviel. Ça va devenir une unité de grandeur. Ça fait combien au Kerviel? Ça fait combien au Kerviel? Non mais c'est vraiment ça. Attendez. Et à l'époque, vous aviez Rachida Dati qui était ministre de la Justice. C'est un terroriste, etc. Non mais attends. Et je le rappelle toujours, c'est Bouton. Ça s'invente pas, le mec qui s'appelle Bouton. Bouton, donc patron de la Société Générale, il crie à l'inondation alors que le tsunami arrivait. C'était pour bien tout mettre sous le tapis. Voilà. Donc 5 milliards à des journaux que manifestement, il y a quand même dans le tas, il y a quand même beaucoup de journaux que personne ne lit. Je pense notamment à Libération. Enfin bon, allez-y, excusez-moi. Alors, au nom de la liberté de la presse, cherchez l'erreur. Donc téléchargez la liste. Téléchargez la liste. Et là, petit extrait. Le Figaro, 18,6 millions. Le Figaro, donc ça appartient à un marchand d'armes. Monsieur Dassault. Un marchand d'avions, pardon. Parce qu'ils vendent aussi des avions civils. Oui, tout à fait. Ils sont bien d'ailleurs, ces avions. Oui, très bien. Voilà. Donc, c'est pas des avions pour les pauvres. Aussi, oui. Voilà, mais c'est pas des avions pour les pauvres, je rappelle. Bref, non, je veux dire, parce que ces avions, c'est pas de. Enfin, je sais pas combien coûte un Falcon, mais enfin, c'est dans ces eaux-là, je pense. Non, ça doit être un petit peu moins quand même. Voilà, donc l'État a payé 18 millions. Nous, donc vous, vous avez payé 18,6 millions. Allez, on va pas être radin. Allez, 19. 19 millions. Alors, Le Monde, 18,2, donc des 18,2 millions, donc 18 millions. 12 millions à peu près pour Ouest France. Ouais. Presque 11 millions pour La Croix. Alors attends, là il y a un truc que je comprends pas. La Croix, c'est un journal qui est aussi lu que Libé. Grosso modo, oui. Moi je discute souvent avec mon marchand de journaux, enfin je veux dire, acheter La Croix, je sais même pas d'ailleurs, il y a des caisses qui l'ont pas. Je crois que c'est plus pour abonnement. Donc j'arrive pas à comprendre comment La Croix arrive en numéro 4, alors qu'en termes de vente, au numéro, il est loin derrière tous ces gens. Je pense notamment à Ouest France, parce que c'est le premier quotidien. Alors c'est intéressant ça.
peut-être qu'ils tournent déjà sur des équipes plus réduites. Ah mais non mais c'est bien 10 millions là, vous payez tous les journalistes. Bah vous payez la masse salariale, hein. Il ne doit pas être très nombreux à la croix. Hein. Non, on est bien d'accord, mais payer tout le circuit de distribution alors que fondamentalement la croix c'est quoi? On va prendre 3 numéros. Le premier part au pilon tout de suite, dès qu'il est imprimé. Le second va dans les universités gratuitement, dans les abonnements. Mais c'est comme Libération, hein, et le dernier a des risques, parce qu'il y a plus de risques que de chances avec la croix, d'être vendu. D'accord. Alors ensuite, Télérama. Alors ça, c'est un mystère total pour moi, Télérama. Ah, et là par contre, en plus, ils se sont pris 10 une millions tôle. 3. Et attends, leurs 10 ventes millions sont en baisse de, je crois, de moins 20 à moins 30%. J'en avais parlé sur le site quotidien.com, hein, vous vérifiez. Ils se sont pris une tôle pas possible. D'ailleurs, tous les journaux de gauche, d'extrême gauche, etc., se sont pris des tôles dans les ventes, mais en massive. Mais celui qui a le plus baissé, justement, c'est Libération. Et plus ils perdent de lecteurs, plus on les paye. Bah oui. C'est fascinant. Non, mais déjà, même le principe qu'on peut... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe là dans Libération qui lui est à 10 millions. 10 millions, alors. Voilà, 10 millions. Télérama 10,3, Libération 10 millions d'euros. Aujourd'hui en France, 9,3 millions. Alors qu'en termes de vente, par exemple, le Parisien, parce qu'aujourd'hui en France c'est le Parisien, est largement devant. Oui. Il a quand même, il est beaucoup plus proche de lecteurs. Si dans le tas de garder un journal, ce serait le Parisien. Hein, parce qu'en termes de faits divers, il est très très bon lui. Nouvel Observateur, 9,3 millions. Notre ami Claude Perdriel. L'Express Barbier. Du garçon serveur, 7,2 millions. Et Non, c'est celui qui porte la petite culotte rouge de Madame Brunier autour de son cou. Ah. Bah, c'est elle qui lui a offert. C'est pour ça qu'il porte son écharpe rouge tout le temps. Ah oui, mais c'est vraiment... C'est du fétichisme. Oui, mais ça lui moi, je comprendrais le fétichisme des culottes et des banilons, hein, mais une écharpe, je comprends pas. Mais bon, pourquoi pas chacun son truc. Hein. Ouais, ça lui donne un air de garçon serveur. Moi, quand je le vois, je me demande ce que l'Express va encore me servir. Non, vous savez, c'est un côté Mitterrand, vous savez, avec son manteau noir, et puis il mettait toujours son écharpe rouge pour bien signifier qu'il était à gauche. Ça, on est bien d'accord, il manque plus que le chapeau. Il manque plus que le chapeau. J'ai pas beaucoup d'affection pour la mémoire de François Mitterrand, mais il a peut-être pas mérité ça quand même. Excusez-moi, mais François Mitterrand, quand on regarde les planquins qu'on a aujourd'hui, c'est un homme immense, il mériterait d'être au Panthéon tout de suite. Quoi. C'est ce que je vous dis, j'ai pas d'affection pour la mémoire de François Mitterrand, mais il a quand même pas mérité la comparaison avec Barbie. Télé 7 jours, 6,9 millions, donc 7 millions. Alors, ce qui est intéressant sur cette liste... Télé 7 jours, mais je comprends pas, pourquoi on finance un journal de télé? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Encore qu'on finance éventuellement la presse d'opinion, on va dire ça comme ça. Hein, l'humanité, hein, pour pas qu'il disparaisse totalement. D'ailleurs, vous avez vu, hein, l'humanité, l'État a effacé sa dette de 4 millions. Donc il faut rajouter 4 millions hein, pour l'humain. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous trouvez également nous deux. J'aime beaucoup nous deux. Ensuite, il y a France Football. Ça m'ente rien. France Football. Et Rustica. Pour les gens qui ont la main verte. Voilà. Et alors, non, mais il y a un truc très, très drôle dans ce PDF. Non, mais prenez-le. Allez sur le site, vous avez le lien direct, vous cliquez, vous le ramassez. Vous avez le journal officiel de la CFDT. Alors, je ne sais plus quel est le genre CFDT aujourd'hui ou un truc comme ça. Et qui eux-mêmes sont payés par l'État au nom de la pluralité. Alors, je ne vois pas très bien ce que vient faire là-dedans la CFDT. Alors déjà, il y a enfin bon, déjà non mais attendez, déjà il y a deux sujets. Possible. Il y a un sujet de collusion parce qu'il est insupportable qu'un organe syndical qui doit représenter les intérêts qui sont les intérêts de travailleurs se retrouve dans la main de l'État. Dans le temps, on appelait ça les syndicalistes jaunes, c'est-à-dire les syndicalistes traitent à la classe ouvrière. Et deuxièmement, et là il faut rendre hommage à mon avis à un ouvrage qui est paru il y a quelques temps, qui est celui de Benjamin Normand, sur ils ont acheté la presse, parce que là c'est des dotations d'État. Mais j'aimerais bien qu'on chiffre les abonnements obligatoires des bibliothèques et des universités. J'aimerais bien qu'on chiffre à un moment combien a coûté, parce qu'a priori aujourd'hui elle s'est arrêtée, la subvention déguisée d'Air France, où les locaux d'Air France, les entrepôts d'Air France ont servi de stockage pour Air pour France la presse. a décidé de faire des économies, donc tout ça c'est... Non mais j'aimerais bien, vu que Air France, j'aimerais bien qu'on chiffre le montant de cette opération sur plusieurs années avant qu'elle s'arrête, et combien elle a coûté en subvention déguisée, combien elle a coûté.
Parce que vous savez, vu qu'on leur donne 5 milliards d'euros. attendez, Pierre, Pierre, ce sont des gens qui C'est ce sont des gens 1,1. À une époque, on comptait en loyer Guémard. Un carviel égale 4 milliards. Vous vous rappelez, on comptait en loyer Guémard. C'est vrai, oui, en loyer Guémard, et maintenant on compte en Kerviel. On va compter en Kerviel. Donc je termine juste là-dessus. Tous ces organes de presse, en tout cas tous ceux que je lis là, Figaro, Monde, Libération, sont des avocats des plans d'austérité européens, et ils ne supporteront pas, parce que, à la rigueur... Oui, c'est intéressant, parce que tous ces gens-là, ils sont... Ça, c'est pas de l'austérité, ça. Ça, c'est pas de l'austérité, ça, c'est de la subvention grasse. Donc... n'oubliez pas, j'en ai parlé sur le blog il y a un mois ou des gens un mois et demi. Plus lus, je rappelle. Quand même. Le groupe Le Monde recevait, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 millions d'euros par an de la part de l'Union européenne pour la traduction de ces sites en différentes langues, via le courrier international. Oui, et donc, mais ce sont des sites qui n'ont aucun succès. Tout le monde s'en tape de l'Europe, tout le monde déteste l'Europe, personne ne fréquente ces sites, ou si peu. Hein, et à partir de ce moment-là, donc l'Union européenne a supprimé les 30 millions et Le Monde là doit licencier maintenant. Et quel est l'un des organes de presse qui défend bec et ongle tout ce que fait l'Union et qui s'attaque à tous les eurosceptiques? Le Monde. Oui. Donc, forcément. Mais ceci explique cela. Voilà. Ils étaient payés, quelque part. Voilà, justement, je suis content de... Ils étaient payés, je veux dire, attends, ils avaient une relation directe avec l'Union européenne, 30 millions par an, c'est cool. Oui. Ça permet de revenir, quoi. On voit aujourd'hui l'état de pourrissement de la presse nationale, parce qu'aujourd'hui, c'est de la presse de mercenariat. Et d'un côté, excusez-moi, mais heureusement que ça se lit plus. D'ailleurs, leur vente. Non, mais il y a la vengeance des chiffres, mais ça ne s'achète la pas. vengeance des lecteurs est terrible. La vengeance des lecteurs est terrible. Hein, le meilleur exemple, Libération, c'est un cas d'école, ça devrait être enseigné, comme il s'appelle, Demorand. Il devrait être enseigné dans tous les, dans tous les CFJ. Il faut lire les journaux, hein, quand même. Oui, oui. Avant d'en parler. Hein. Ah non, mais je lis les journaux. D'accord, oui. enfin, si vous lisez peu Libé, il faut... Non, c'est sur la gauche, la notion de gauche. d'accord. Non, mais comme c'est la gauche et Libé, il faut lire Libé pour pouvoir parler de manière informée. Oui. D'accord. Non, mais c'est le b.a.-ba, surtout quand on est journaliste. Et pour vous, ça pose pas de problème de soutenir comme ça, de façon frontale? C'est vous qui dites soutenir, ouais. On a publié un texte de François Hollande, ouais. Ça s'appelle l'actualité, ça vous dérange ou pas l'actualité? Quand elle est calquée sur les sondeurs, effectivement, ah non, ça là pose c'est pas les problème. sondeurs, monsieur parle en premier, monsieur parle en premier. Oui, d'accord. Vous voyez, c'est comme ce sondage, vous en avez fait la une, 30%. Ouais. Ah oui, sur Marine Le Pen, oui. Oui, alors ça c'est, bon... Est-ce qu'on pourrait avoir des explications là-dessus? Ah oui, je les ai données dans l'IB. Parce que, vous voyez, il y a 12% de gens qui disent non, je ne voterai probablement pas pour Le Pen. Et pour vous, ces gens-là rentrent dans la catégorie des gens qui n'excluraient pas. Oui, qui n'excluraient pas. Bon, c'est quand même assez clair cette une. Ouais, qui n'excluraient pas. Ça veut dire, bon là, les Français disent. Alors, un Français sur trois va voter Le Pen. Quoi. Est-ce que vous Non. Qui n'exclurait pas. Qui n'exclurait pas. Qui n'exclurait pas. Il y a une faute d'orthographe d'ailleurs. En plus. En plus. Ouais, qui n'exclurait pas. Ouais. Vous voteriez vous pour Marine Le Pen? Pour Marine Le Pen? Non, pas particulièrement. Mais enfin, pas particulièrement ou pas du tout? Probablement pas. Ouais. Ah, probablement pas. Probablement pas. Bah, probablement pas. C'est différent que certainement pas. Ouais. Donc vous m'incluez dans les gens qui vont peut-être voter pour elle. Ah, peut-être, ouais. Donc c'est de la manipulation. Non, c'est pas de la manipulation. Moi, posez-moi la question. Posez-moi la question. Est-ce que vous allez voter pour Marine Le Pen? Jamais. D'accord. Jamais. Bah c'est très bien. Jamais. Mais c'est très bien pour vous. Jamais. D'accord. Jamais. Comment tu as un journal? Suivez la manière dont Demorand s'y est pris. Suivez Demorand. Suivez Demorand, il est excellent. Il y avait un mec comme ça qui tuait toutes les compagnies Alain Minck. Il avait conseillé Groupama. Donc, non, il y a mieux que Minck, il y a Demorand. Hein. Oui, il y a Demorand. Voilà. Écoutez, nous allons faire une pause. Donc, je vous invite à retrouver tous ces articles, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Là, c'est vraiment juste un petit florilège. Hein. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, allez sur quotidien.com. Hein, vous allez retrouver tout ça. Et surtout, chargez le PDF du ministère de la Culture. C'est franchement très, très, très intéressant. Vous comprenez maintenant pourquoi vous regardez cette revue de presse et pourquoi vous n'achetez plus les autres journaux.